Le lupus, c'est une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune, pour rester un peu terre à terre, c'est une maladie où l'organisme arrive à agresser ses propres cellules. En principe, il y a une sorte de tolérance de soi. L'être humain est constitué de telle sorte qu'il n'y a pas, en effet, d'agressivité contre soi-même. Mais on ne sait pas quel mécanisme il y a une rupture de cette tolérance et voici que l'organisme commence à être agressé par ses propres auto-anticorps. Et dans le cas du lupus, c'est vrai, il y a souvent l'atteinte cutanée, il y a l'atteinte ostéo-articulaire, il y a l'atteinte cardiaque et même pulmonaire. C'est une maladie multisystémique, c'est-à-dire qui peut atteindre tous les organes à la fois. Ce qui rend vraiment la complexité de cette affection. D'accord. Dans le public, hein, on va saluer notre public dans quelques instants. Est-ce que vous connaissez la maladie qu'on appelle lupus? Qui connaît cette maladie? Vous pouvez lever les mains. Qui a déjà entendu parler de cette maladie? Personne. Effectivement, c'est une maladie méconnue. Alors, elle peut affecter tout le monde. Tout le monde. Peu importe le sexe, indépendamment de l'âge, de tout ça. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a une grande prévalence du sexe féminin dans l'atteinte de cette maladie-là. Les femmes sont plus atteintes? Oui, plus atteintes. Si on prend 10 personnes, 9 femmes pour un homme. Ah. Oui, si bien qu'on dit que c'est la maladie des femmes, en général. Et qu'est-ce qui cause? C'est là toute la problématique, c'est qu'en général, pour les maladies auto-immunes, il n'y a pas d'étiologie vraiment déterminée. On part sur des hypothèses. On se dit, écoutez, lorsqu'on a cette maladie, sûrement qu'il y a eu la conjugaison de plusieurs facteurs, soit le facteur génétique, le facteur immunologique et le facteur environnemental. Si bien que les personnes qui ont le lupus, facilement, elles peuvent faire la poussée de la maladie sous l'agression des rayons ultraviolets. Le soleil, simplement, peut déclencher la maladie chez le patient lupus. C'est pour cela, quand nous, les soignants, nous leur demandons de se protéger contre les rayons ultraviolets. Et aussi, on a eu des cas dans des familles où c'est des familles lupiques. Voilà, la petite sœur, elle a le lupus, la grande sœur, le petit frère. Il y a des cas comme ça parce que... C'est pratiquement génétique. Bon, dit que c'est génétique, on parle tout simplement de susceptibilité génétique. Parce que pour que la maladie puisse vraiment survenir, il faut les autres facteurs que je viens de citer. Donc, vous pouvez avoir le gène, mais s'il n'y a pas d'autres facteurs pour entrer en jeu, vous pouvez rester là sans déclencher la maladie. Le gène peut être endormi, en fait. Très bien. Okay. Professeur, vous disiez que ça touche plus les femmes. Est-ce qu'au niveau des ethnies dans le monde, les Noirs, les Asiatiques, est-ce que aussi ça touche une ethnie plus qu'une autre? Très bien. Ça, les études ont été faites et on a constaté que les Afro-Américains font beaucoup plus la maladie que la race caucasienne. Les Caucasiens. Oui, oui. Donc, finalement, les Noirs sont plus touchés que les Blancs. Justement. Et ce sont eux qui forment souvent même les formes plus graves. Donc, si on est une femme et on est noir, on a plus de chances d'avoir le lupus? Bon, si on peut dire cela par rapport aux Blancs, oui, par rapport à la race blanche. Et vous parliez de lupus généralisé, un peu comme souvent dans le cancer où tous les organes vitaux sont atteints. Est-ce à dire que c'est difficile pour une certaine rémission quand on a le lupus? Dieu merci, nous avons des médicaments aujourd'hui qui nous permettent de contrôler la maladie, de contrôler la poussée et de mettre les personnes en rémission totale. Ah bon? Vous pouvez avoir la maladie et vous-même déjà accepter votre maladie. Tous les médicaments, les traitements que nous instituons et que vous les suivez, vous pouvez être en rémission. Et même mourir d'une autre maladie que le lupus. Oui, ça c'est clair. Donc, à la différence de l'hypertension artérielle. Alors, qu'est-ce qui devrait nous alerter? Quels sont les symptômes, justement, qui font suspecter d'abord et puis ensuite confirmer le diagnostic du... C'est ça. Quand je disais tout à l'heure que cette maladie, elle est très complexe, il y a plusieurs symptômes. Le patient peut présenter d'entrée de jeu des problèmes cutanés. Et il ira voir le dermatologue. Et si le dermatologue... Parce qu'eux aussi, ils voient beaucoup le lupus cutané. Et si elle est avertie, déjà, le médecin spécialiste dermatologue peut en consulter le traitement. Quand vous parlez de problèmes cutanés, c'est quoi? C'est des boutons, c'est des taches? C'est des boutons, c'est des taches. Regardez là, par exemple, ce sont des taches. Des macules, très noires, en fait. Des macules souvent qui surviennent. Ou encore, c'est des douleurs ostéo-articulaires où le patient peut venir avec une atteinte cardiaque. On dit que non, il y a de l'eau dans son cœur. Mais comment, brutalement, il y a de l'eau dans son cœur?
S'il y a une maladie qui peut provoquer cela, en général, c'est la tuberculose. Mais si vous faites le test que ce n'est pas la tuberculose, pensez un peu, et que c'est une jeune dame, pensez un peu à cette maladie auto-immune qui est le lupus. Mais j'ai vu une image tout à l'heure, on dirait que c'était sur la tête, là. Si on peut Oui. Souvent, ça... Un peu chimie Pellet aussi, qu'on a l'habitude de voir. Vous connaissez le chimie Pellet, non? Oui. Ça ressemble à ça. Est-ce que ça dit que c'est une maladie? Moi, personnellement, je ne savais pas. Moi, après les recherches, Chimie même Pellet. j'ai fait recherche, mais après les connexions. Enfin, pour moi, c'est homo hominum lupus, que l'homme est un loup pour l'homme. En philosophie, voilà. Voilà, on appelle ça l'alopécie. C'est l'alopécie, justement. Okay. Il y a des patients qui viennent vous voir et tous les cheveux partent comme ça en lambeaux. Donc c'est une maladie. On a une chute de cheveux. Une chute de cheveux, on appelle ça l'alopécie. Elle peut être cicatricielle définitive. Et l'alopécie, donc, peut être symptôme? Très bien. L'alopécie, oui, justement, l'alopécie. Pas la calvitie, hein? Non, pas la calvitie. Non, parce que vous êtes chauve, en fait. pas la calvitie, mais l'alopécie, oui. Et c'est l'un des signes, même des critères. Parce que comme c'est une maladie qui est polymorphe, plusieurs visages, et il est difficile de faire le diagnostic, alors les chercheurs ont dit, écoutez, on va mettre 11 critères en place, et selon ces critères-là, si vous en avez 4, il faut penser à la maladie. Voilà. On disait que c'était une maladie incurable. Là, tout à l'heure, dans votre propos, vous avez donné quand même des motifs d'espoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut totalement guérir lorsqu'on en a atteint? Bon, guérison, je dirais non. Mais on peut mettre en rémission totale. Parce qu'il ne faudrait pas que je vous dise, mais vous êtes guéri, et puis vous laissez aller, et 2 ans après, boum, vous commencez à vous rechuter avec des manifestations ostéo-articulaires. On a dit, mais monsieur, vous m'avez... Non, on peut mettre en rémission totale. Mais il existe des molécules vraiment pour mettre cette affection en rémission totale. Alors, vous avez parlé de 11 symptômes, mais avec l'existence... 11 critères, pardon. Avec l'existence de 4, on peut déjà confirmer... C'est ça. Quels sont ces 4 critères? Très bien. Par exemple, vous avez la synovite, c'est-à-dire que vos doigts s'enflent au niveau des articulations, sont boudinés comme des doigts de saucisse. Ça perd... Oui, il y a ça déjà un. Les quintaux, là? Non, les doigts. Et deuxièmement, nous avons aussi l'alopécie, telle que cette image que vous venez donc de voir. Et puis, il y a une image qui est très frappante chez les patients lupiques, c'est ce qu'on appelle le rash malaire. Ces érythèmes, ces taches vraiment qui prennent la joue et qui respectent un peu le sillon nasogénien. Des taches noires? Oui, des taches noires. On appelle ça des érythèmes, le rash malaire. Qui sont très, très, très importants. Et puis, on a aussi les auto-anticorps. Il y a certains auto-anticorps au plan biologique que nous dosons pour nous permettre de confirmer cette affection-là. Et c'est cela, que nous avons... Ça entraîne des amputations? Ça entraîne des amputations, des déformations. Parce que vous savez, derrière le lupus, il peut se cacher une maladie auto-immune, telle que la polyarthrite rhumatoïde, qui déforme aussi les articulations. Donc, nous, en tant que spécialistes, quand nous découvrons une maladie auto-immune comme le lupus, on ne s'arrête pas là. Est-ce que derrière, il n'y a pas un voisin? La polyarthrite rhumatoïde, le syndrome de Sjögren, ils vivent souvent en coexistence. Et ils s'associent souvent pour détruire le patient. D'accord, on va y revenir. On va revenir dans quelques instants, juste après donc, ce portrait. Il est signé Adji Raymond et rendu par Espérance Kouakou. On n'en parle que très peu en évoquant les maladies les plus fréquentes. Le lupus compte parmi les pathologies dont l'existence reste encore méconnue du grand public. Qualifié de maladie tuberculeuse de la peau, le lupus atteint principalement la jante féminine. Les statistiques donnent des taux de moyenne 10 femmes touchées pour un homme. En Europe, sur 100 000 personnes, 40 sont atteintes de lupus. Les chiffres seraient beaucoup plus élevés en Afrique, avec une forte prévalence chez les femmes, dont la tranche d'âge varie entre 20 et 40 ans. Bobby Léa Edith, présidente de l'Association des malades lupiques de Côte d'Ivoire, raconte son expérience sur le plateau de Ce Midi avec Eva, Amani et ses chroniqueurs. Combattre le lupus, notre affaire à tous. Alors, voilà, on va donner la parole à présent à cette belle dame assise à côté du professeur. Je l'ai annoncé, Madame Bobby Léa Edith, épouse Gourayo, présidente de l'association Lupus Côte d'Ivoire. C'est ça. Comment vous vous retrouvez à la tête de cette association? Disons que je suis suivie au service de rhumatologie du CHU de Cocody. Et quand je suis arrivée là-bas après quelques années, les médecins m'ont demandé si je pouvais, vu ma disponibilité, réunir mes camarades pour créer une association. D'accord. Avant d'y arriver, première question, comment vous êtes diagnostiquée atteinte du lupus? Voilà. Et ça a commencé
entre 2005 et 2006, j'avais des douleurs articulaires, ostéo-articulaires de façon fréquente. Donc, j'allais régulièrement voir un médecin qui me prescrivait des médicaments et tout ça. Et à un moment donné, les médicaments ne me soulageaient plus. Et le médecin généraliste a opté pour que je voie le rhumatologue. Donc, elle m'a envoyé chez le rhumatologue. Quand le rhumatologue m'a reçu, je lui ai expliqué les symptômes. Tout de suite, elle a sorti le mot. Je pense à un lupus. Mais vous allez faire des examens pour qu'on confirme. Et quand je suis allée faire des examens, je suis revenue m'a donner des examens, des sangs à faire et puis des radios de toutes les articulations. Et quand je suis revenue, les résultats 2 semaines après, elle a dit, effectivement, vous souffrez d'un lupus. Bon, c'était la première fois que j'entendais parler de lupus, que j'entendais le mot. Et elle m'a expliqué de quoi il s'agissait. Elle m'a expliqué que c'est une maladie auto-immune qu'en réalité, mes anticorps agressent mon organisme. Voilà. Et c'est pour cela que j'avais des douleurs et ce sont les symptômes de la maladie. Donc, elle m'a mise tout de suite au régime sans sel. D'accord. Strict. Jusqu'aujourd'hui? Non, aujourd'hui, le régime a été revu. Le régime sans sel est lié à la corticothérapie que nous faisons pendant la maladie. D'accord. Voilà. Les corticoïdes et le sel, c'est une combinaison qui ne marche pas. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a découvert le lupus chez moi. Et quand elle vous annonce ce diagnostic-là, forcément, c'est une maladie que vous ne connaissez pas, vous êtes inquiète, mais on vous rassure en vous disant que c'est une maladie dont on guérit. Oui, elle me dit, ça ne se guérit pas. Ah. Vous allez apprendre à vivre avec. D'accord. Comme on vit avec le diabète, comme on vit avec l'hypertension ou la drépanocytose. Vous suivez les règles, vous prenez vos traitements, vous avez une bonne hygiène de vie, vous pouvez vivre normalement. Et outre les douleurs articulaires que vous aviez, est-ce que vous aviez d'autres symptômes? Je faisais des crises de froid, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'on peut être dans une salle, tout le monde a chaud et moi, si j'ai froid. Je peux avoir froid pendant 1 heure, 1h30, 2 heures, je suis couverte jusqu'à ce que je sente que ça passe. Et puis bon, c'est fini. Et donc c'est comme ça, c'était les 2 symptômes que j'avais au début. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans la maladie, dans le traitement, il y a eu des complications. Ça a commencé en 2008 avec un problème pulmonaire. Oui, j'ai commencé à avoir mal au poumon, j'avais pas de toux en fait, mais j'étais essoufflée, je me sentais mal. Et je suis allée, j'ai passé pratiquement 2 semaines sans que les médecins ne sachent. Malgré que c'était le lupus, les médecins ne s'étaient pas dit que c'était le lupus qui avait provoqué le problème de poumon. Et c'est un autre médecin, un pulmonologue qui est venu qui a dit, si elle a le lupus, c'est normal qu'elle ait une fièvre. Parce que je faisais une fièvre, en fait, qui ne finissait pas. Qui descendait pas. Donc, il s'est demandé, mais comment je peux faire une fièvre qui ne finit pas alors qu'on met tous les traitements? Et le pulmonologue a dit, mais si elle fait un lupus, c'est normal que si elle a une infection, elle fasse une fièvre qui ne finit pas. Et c'est comme ça qu'on a découvert que c'était le poumon qui avait pris un coup. Donc, on a traité le poumon. Et ça a continué, c'est revenu après. Donc, j'ai dû traiter de 2008 jusqu'à 2009, mi-2009, après 2009, les problèmes de poumons. Après les poumons, ça s'est calmé un peu. Mais il se trouvait que chaque année, au moins 1, 2 ou 3 fois, selon la gravité, j'étais en hospitalisation. C'est les douleurs articulaires, c'est les plaques sur la peau, c'est les cheveux qui tombent un peu, la fatigue, les ulcérations buccales, beaucoup de symptômes à la fois. Il m'arrivait même d'avoir des vertiges, perte de connaissance et tout ça. Donc, chaque année, 1 fois, 2 ou 3 fois, selon la gravité, selon la fréquence, j'étais régulièrement en hospitalisation. Et après, le problème pulmonaire, je ne sais pas, les médecins ne m'ont pas dit le nom de cette maladie exactement, mais quand je suis sortie de là, en 2010, j'ai fait encore une poussée. Et là, c'était la plus grave. Une poussée. Ça a commencé par les douleurs toujours, les douleurs articulaires. Je me sentais fatiguée. J'avais des plaques de la tête aux pieds, sur tout le corps. Voilà. Et puis, bon, on est allé à l'hôpital. On m'a mis encore en hospitalisation. Et quand je suis sortie de là, j'ai fait pratiquement 6 à 8 mois pour reprendre le travail. Mais pendant ce temps-là, vous étiez toujours sous traitement depuis 2005 ou le traitement s'est arrêté à un moment? Non, je continue le traitement. Donc, on a découvert, malgré le traitement, je faisais des poussées régulièrement. Malgré le traitement? Malgré le traitement, je faisais des poussées. Et le médecin avait dit, on ne se balade pas sous le soleil, il faut se protéger. Donc, il faut toujours avoir un petit parapluie, des lunettes solaires, un chapeau, tout ce que vous voulez.
Et puis, pour l'anecdote, un jour, je vais au marché d'Adjamé. Je me balade avec ma petite soeur, on fait des courses. Et puis, il y a une fine pluie qui est là. Bon, je me dis, une fine pluie, ça passe. Et jusqu'à ce qu'on finisse, on n'avait pas encore fini, j'ai commencé à sentir des douleurs. J'avais tellement mal, comme si on me cassait les os. J'ai dit à ma petite soeur, tu rentres chez toi, moi je rentre chez moi, ça ne va pas. Donc j'appelle mon médecin et puis je lui explique. Elle me dit, viens à l'hôpital. Elle dit, viens avec un sac. Parce que tel que tu expliques, je sens que... Une hospitalisation. Voilà, en cours. Donc j'arrive, elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, non, je n'ai rien fait. Elle dit, si, tu as fait quelque chose. Je dis, non, je n'ai rien fait. Elle dit, mais comment la poussée peut survenir comme ça? Je dis, non, j'étais à Djamé, je me baladais, il y avait une fine pluie. Elle dit, ah, d'accord. C'est la pluie. J'ai dit, ah, non, c'est pas la pluie. Elle me dit non. Ah, donc il faut éviter le soleil, il faut éviter également la pluie. C'est ça. C'est pas évident. Hein. Ouais. Mais à côté, vous êtes mariée, oui. Vous êtes mère. Non. Est-ce que c'est dû au lupus? Pas forcément, je ne sais pas. Mais je n'ai pas eu de grossesse. Voilà. Donc vous avez demandé quand même au médecin, quand même, est-ce que ça a une incidence? Oui. Oui, comme je le disais tantôt, c'est une maladie inflammatoire chronique qui agit sur les organes, qui agit aussi sur les organes génitaux, si bien que pour une femme qui fait des poussées régulières de lupus, chez nous, en tant que médecin, il n'est pas conseillé qu'elle prenne une grossesse. Wow. Parce que si elle prend la grossesse, ça va encore empirer sa situation. Ah. Donc, toute personne vraiment qui souhaiterait, une femme qui souhaiterait prendre une grossesse, il faudrait qu'elle soit en rémission de plus de 6 mois. Et là encore, il faut qu'on travaille en collaboration parfaite avec le gynécologue pour choisir véritablement la période dans laquelle elle peut... Sinon, donc en fait, le lupus n'a pas d'incidence sur la fertilité. Non, n'a pas d'incidence. C'est juste pour des raisons médicales que c'est déconseillé d'avoir un enfant. Sinon, on a des personnes, moi j'ai des patients que je surveille qui ont des enfants. Moi, je qualifierais de cette maladie, vraiment, vu tout ce que je viens d'entendre, je peux dire que c'est une maladie vraiment mystérieuse. Oui, vous dites bien. Mystérieuse, oui, quand même, je suis docteur quand même en philosophie. Hein. Donc quand même, alors, malgré il fait les conneries, là, toi, il réfléchit aussi. Alors, je vais te demander pourquoi cette maladie est tant méconnue. Je peux... Vas-y. Le diagnostic est difficile. Moi, j'avais déjà les problèmes articulaires depuis longtemps, hein. Depuis que j'étais à l'école, tout ça, mes parents disaient toujours « Ah, ma fille, elle souffre de rhumatisme. Elle a le rhumatisme, et on est resté sur le rhumatisme. Ah. » Vous voyez, souvent, je tombe malade, on dit « C'est pas lui, on traite, ça passe. » Mais quand j'étais encore élève, j'étais tout le temps malade. Mais à aucun moment, voilà, on a pensé à faire des examens plus poussés pour savoir ce que c'était. C'est plus tard, quand les douleurs étaient vraiment intenses, c'est le généraliste, disons que je suis tombée sur le bon médecin, qui a dit, je vous envoie chez le rhumatologue, parce que si le médecin général n'oriente pas, vous restez là. Ah oui, c'est vrai que souvent, il y a une errance médicale, parce qu'on n'arrive pas à poser de diagnostic sur le lupus. Bien. Parce que les symptômes ressemblent à d'autres maladies. Exactement. À la drépanocytose surtout. Oui. Même au palu. Vous pouvez faire une fièvre, on peut soigner un palu. On dit non, c'est un palu, on vous soigne, vous partez, vous revenez. On soigne le palu, après on soigne la fièvre typhoïde. On soigne, ça ne finit pas. Les parents même m'ont dit, ah, c'est mystique, on vous envoie au village, vous traînez là-bas. Pour ceux même qui ont des problèmes de peau, on dit non, vous a lancé un sort. Exactement. Voilà, et il y a des gens qui sont comme ça. C'est ça, les symptômes ressemblent à ce qu'on appelle, traditionnellement chez nous, la ceinture. Ah donc, la ceinture, bon, peut-être. Parce que oui, ça, les lésions vésiculeuses de la ceinture sont quand même très caractéristiques. Voilà. Sinon, c'est vrai que vous dites que cette maladie, on a l'impression qu'elle est méconnue. Il faut dire la vérité. À l'époque, en Afrique, on pensait que cette maladie n'existait pas. Oui, justement. Et c'est avec la progression, la formation des uns et des autres, on a pu commencer à dépister ces affections-là, de faire savoir que non, écoutez, ce n'est pas un sort qu'on vous a lancé, mais c'est bel et bien le lupus. Moi, j'ai eu des cas où la dame, elle est venue pendant plus de 6 mois, elle était alitée, et pour elle, tout juste après sa dot, c'est sa tante qui lui avait jeté un mauvais sort. Alors, et là, elle arrive dans le service, on l'examine systématiquement, toute mon équipe, elle a dit non, ça fait penser à un lupus, on pense à un lupus. Effectivement, on fait le dosage des auto-anticorps, tout est revenu positif. On a mis sous traitement, mais écoutez, elle a commencé à marcher dans le service avant qu'elle ne rentre chez elle. Et la pauvre tante a été libérée. Ah ben oui, justement. Très bien. Donc, on se retrouve dans un instant. Bobby Léa, alors justement, on va parler à présent de l'association. Quand vous arrivez à la tête de l'association, vous découvrez quoi? Est-ce que la prévalence de lupus en Côte d'Ivoire est importante? Est-ce qu'il y a beaucoup
de personnes atteintes? Quand on mettait l'association en place, on n'était pas vraiment nombreux, une vingtaine. D'accord. Une vingtaine. Et puis, on a demandé aux médecins, si vous avez des cas de lupus, vous les envoyez vers nous pour que l'association puisse grandir. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes à 84 membres. 84 membres. Professeur, pardon. Oula, professeur, hein, parce que quand même, vous êtes professeur et pas des moindres. Vous êtes déjà maître de conférence agrégé de médecine interne, président du réseau africain de lutte contre les maladies orphelines. Vous avez des diplômes, que je ne vais pas tout citer ici, mais votre CV, il est impressionnant quand même. Est-ce que vous avez la prévalence du lupus en Côte d'Ivoire? Vous avez des chiffres? C'est là véritablement le problème des sociétés africaines. C'est vrai que chacun est dans son service, il essaie d'étudier cette maladie plus ou moins, mais je pense qu'il serait intéressant que nous nous associons pour faire une étude multicentrique pour couvrir toute la Côte d'Ivoire. Et au-delà de cela, on peut donner une prévalence nationale. Mais sinon que moi, dans le service où je suis, la prévalence est de 0,39%. D'accord. Oui, c'est-à-dire que je me suis permis d'étudier les maladies auto-immunes et parmi ces maladies auto-immunes, par rapport à l'ensemble des maladies, il n'y avait seulement que 45 maladies auto-immunes sur 1300, c'est-à-dire en 3 ans. Et quand je fais la proportion, c'est vraiment infime. Et le lupus, sur les 45, il y avait 12 patients qui avaient le lupus sur les 45. Et aujourd'hui, nous sommes à 95 cas de maladies auto-immunes où le lupus occupe 45%. Donc, vous voyez que vraiment, c'est... Justement, est-ce que vous avez... Il y a des enfants que vous avez en traitement qui sont atteints de lupus? Pour les enfants, non, pas. Moi, je n'en ai pas. Véritablement, peut-être que c'est les pédiatres. Mais sinon, on sait bien que la proportion d'âge, c'est en général 15 ans, 16 ans, 17 ans, mais les enfants du pic, vraiment, c'est vraiment très rare. C'est à partir de 15-16 ans que la maladie se déclare. Oui, Laurent aussi. Moi, je voulais savoir, je reviens un petit peu sur la question du traitement. Est-ce que les progrès de la médecine peuvent vraiment espérer un traitement sur le marché qui permette une rémission totale des malades? Oui, il y a beaucoup de recherches qui sont faites. C'est vrai, quand on dit que c'est une maladie orpheline, en général, c'est parce que cette maladie ne constitue pas véritablement un problème de santé publique, parce que c'est des maladies rares. Et les chercheurs, en général, quand ils font la recherche, ils veulent avoir un retour sur investissement. Mais quelque chose qui est rare, tu vas investir des milliards et finalement, tu vas donner à combien de personnes? Donc, ça fait qu'il y a un laisser-aller au niveau de la thérapeutique. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, nous avons des grosses molécules, mis à part les corticoïdes, les immunosuppresseurs. Et quand le cas de Mme Bobby, tel qu'elle venait d'expliquer, met sous corticothérapie, on monte à des doses et finalement, elle devient dépendante des corticoïdes. Les corticoïdes ont des effets indésirables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre des molécules, les associer aux corticoïdes en diminuant la dose des corticoïdes pour permettre, n'est-ce pas, de protéger le rein, le cœur et les poumons. Donc, il y a la biothérapie qui, aujourd'hui, est en vogue en Europe, mais à nous, les Africains, de vouloir transposer cette biothérapie pour nos citoyens en Côte d'Ivoire. Et ça me permet, donc là, si vous le permettez, madame, d'interpeller le ministre de la Santé. C'est vrai, notre ministre de tutelle, M. Pierre Demba, il fait beaucoup pour nous. Il nous assiste. Il a trouvé que nos idées sont bonnes. C'est lui qui est le parrain de cette journée mondiale du lupus. Et donc, il est en train de faire main et pieds pour permettre à ce que nous, en tant que praticiens, nous puissions vraiment nous occuper vraiment de nos patients qui souffrent de lupus. D'accord.